sur le site du Forum français de la jeunesse évidemment 22 propositions pour améliorer les conditions de vie des jeunes, donc celui-ci. Et nous avons aussi lancé une plateforme participative intitulée Bouscule la politique, vous pouvez y aller aussi, pour que les jeunes puissent mettre leurs propositions, puissent interpeller directement les candidats et réagir aux propositions du livre blanc du Forum français de la jeunesse. Donc nous allons maintenant passer aux questions que nous avons effectivement élaborées à partir des soirées débats. Et vous pouvez réagir en direct d'ailleurs en utilisant le hashtag LiveJeunesse sur Twitter et sur Facebook. Et on reprendra quelques-unes de vos questions pour les poser directement à Charlotte Girard. Donc, pour commencer, à l'heure actuelle, il existe près de 238 critères d'âge pour les 16-30 ans en ce qui concerne les aides auxquelles ils peuvent avoir droit. Pensez-vous qu'il soit normal d'avoir des politiques spécifiques pour les jeunes ? Oui, en fait, en soi, le fait qu'il y ait beaucoup de critères d'âge ne me semble pas un problème. C'est même plutôt bon signe dans le sens où on voit qu'il y a d'abord une attention qui est portée au fait que la jeunesse est diverse, que les besoins ne sont pas les mêmes à tous les âges de la jeunesse, si je puis dire, et que de ce point de vue-là, il y a finalement une recherche de raffinement dans la réponse en termes de politique publique à l'ensemble de la jeunesse dans toute sa diversité. Donc moi, ça ne me choque pas qu'il y ait comme ça un raffinement, on va dire, des critères d'âge, et donc des réponses. Mais ce que nous craignons néanmoins, c'est qu'il puisse y avoir des arrière-pensées derrière cette manière de cibler comme ça les jeunes et certains jeunes, etc., parce qu'on sait très clairement que la jeunesse, d'une manière générale, peut être considérée comme une clientèle électorale. Et donc il y a une manière comme ça de cibler parfois les jeunes en attendant une sorte de retour sur investissement pour plus tard, c'est-à-dire quand ils seront ou en âge de voter ou ils sont jeunes adultes et ensuite ils voteront. C'est une manière d'en faire une sorte de petit fief électoral pour plus tard. Et donc ça, là pour le coup, je ne suis pas complètement d'accord parce que c'est une manière d'instrumentaliser politiquement la jeunesse, ce qui est, à mon avis, pas une bonne opération du point de vue de la responsabilisation politique des personnes et de l'autonomisation des personnes en matière politique. Bon, notre approche, c'est de dire qu'on va partir des besoins réels des personnes. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde, donc y compris pour les jeunes personnes. On va d'abord s'intéresser à la situation concrète des gens et qui ont des spécificités aussi en fonction de leur âge, comme les personnes âgées ont des spécificités en fonction de leur âge. Et donc, c'est à partir de ces besoins concrets que nous construisons des réponses politiques qui soient en accord avec des fondamentaux idéologiques, des choix de société spécifiques. Voilà. D'accord. Donc, nous savons que 83% des jeunes souhaitent participer à la construction de la société de demain, mais que plus de la moitié ne savent pas comment s'y prendre. Que comptez-vous faire pour favoriser l'engagement des jeunes ? L'engagement des jeunes. Bon, d'abord, je pense que favoriser l'engagement des jeunes, c'est d'abord donner un bon exemple du point de vue du comportement politique des adultes. Déjà, bon, première chose. Ensuite, si les jeunes sont déjà en mesure de s'exprimer politiquement, puisque vous-même, vous êtes avec le FFJ, vous couvrez quand même un âge de la vie extrêmement vaste, entre 15 ans où on n'a pas encore le droit de voter, à 30 ans où on a déjà depuis longtemps le droit de voter. Donc voilà, ça fait quand même un grand éventail. De notre point de vue, ce que nous disons, c'est que dans la mesure où les propositions politiques qu'on fait vont s'appliquer pendant peut-être longtemps, il est donc important que les jeunes, tôt dans leur âge, soient en mesure de s'exprimer, de donner un avis sur ces opinions. C'est pour ça que, par exemple, nous, on défend le droit de vote à 16 ans. Parce qu'on considère que des personnes qui peuvent très clairement être déjà engagées dans des actions, on va dire, graves de l'existence, comme être au travail, avoir des enfants, déjà, avant 18 ans, les jeunes qui demandent une émancipation pour pouvoir se marier ou pour élever des enfants et être responsables de leur progéniture, c'est des gens qui sont déjà en responsabilité. Et pourquoi n'auraient-ils pas le droit de vote dans ce cas-là? Pareil pour les gens au travail. On a vu d'ailleurs que le gros du bataillon, on va dire, anti-loi El Khomri, c'était des jeunes, c'était des lycéens.
Donc des gens qui n'avaient pas encore le droit de voter. Et pourtant, ils étaient déjà à l'offensive parce qu'ils savaient bien que cette loi-là allait les concerner bientôt. Et ils avaient des avis, d'ailleurs, très argumentés, très tranchés. Donc pourquoi les exclure du droit de vote? Bon, ça, c'est voilà, c'est une des mesures qui permettent, à mon avis, l'engagement d'un point de vue général, c'est-à-dire du point de vue de la société. Et c'est, à mon avis, très important. Pareil pour la question de la reconnaissance du vote blanc. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes, ou jeunes votants, jeunes primo-votants, qui ne savent pas vraiment et qui, du coup, utilisent, parce que rien ne leur plaît aussi, du coup, utilisent le vote blanc. Et ce vote blanc, c'est une expression politique. Et nous, on a envie de lui donner un poids politique important. À mon avis, ça, c'est une manière de permettre que les jeunes se sentent au moins concernés par le vote. Rien que ça. Et donc, je pense que c'est important. Ensuite, bon, ça, c'est des petites mesures, enfin, petites, ouais, c'est quand même des sacrées lourdes mesures, mais je pense que ce sont des mesures qui concernent l'engagement des jeunes d'un point de vue général, du point de vue général de la société, mais on peut imaginer intéresser les jeunes aussi spécifiquement, c'est-à-dire dans le cadre de leurs études. Par exemple, en favorisant la possibilité de se constituer en association, même au sein des établissements scolaires, associations culturelles, associations sportives, etc. Mais donner ce droit à la liberté, en fait, cette liberté d'association très tôt dans la vie, et y compris à l'occasion. Avant la majorité. Ouais, avant la majorité et à l'école. C'est-à-dire prise en charge aussi, ou j'allais dire un peu encadrée, par les établissements scolaires. Alors ça coûte rien, et c'est en fait un engagement civique très précoce. D'accord. Donc selon une étude de l'INSEE, un quart des 140 000 SDF sans domicile en France sont des jeunes de moins de 30 ans. Que comptez-vous mettre en place pour remédier au problème du logement des jeunes? Alors, bon, le problème du logement, c'est la conséquence de cette exclusion. Et le fait d'être sans abri suppose aussi plein d'autres difficultés. Et pas seulement la difficulté matérielle qui en est une, du logement. Bon. Cela dit, nous avons, du point de vue de la question de la grande pauvreté, un regard qui est assez marqué et sur lequel on a fait beaucoup dans cette campagne, parce qu'une des mesures phares de l'avenir en commun, c'est éradiquer la grande pauvreté, éradiquer la pauvreté. Donc y compris l'objectif 0 SDF est poursuivi. C'est un objectif, attention, on ne l'utilise pas, on n'est pas les seuls à parler dans ces termes-là, c'est un peu un slogan, mais ça suppose toute une série de mesures, de plans d'action très, très, sophistiqués, qui ont été inspirés, qui nous ont été inspirés notamment par les associations, type Fondation Abbé Pierre, ATD Carmonde, etc. Donc on travaille en lien avec ces associations-là, en lien aussi avec les associations pour le droit au logement, de manière à construire des mesures, des dispositifs de prise en charge des personnes, et ce, quel que soit leur âge. Et il se trouve que parmi les personnes sans abri, il y a énormément de personnes jeunes. Donc, de toute façon, notre objectif, c'est qu'il n'y ait plus personne en France, pas seulement parmi la population des jeunes gens, mais qu'il n'y ait plus de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient vieux. Et donc ça suppose un certain nombre de mesures. Alors, je pourrais vous parler de mesures concrètes, d'ailleurs, qui s'appliquent particulièrement aux jeunes et qui visent à élever leur niveau de vie. C'est la question de l'allocation autonomie, qui permet justement d'avoir des jeunes qui peuvent être en rupture avec leur milieu familial, mais leur permettre de vivre. Cette allocation serait systématiquement de 800 € et serait rattrapée pour accéder au niveau seuil de pauvreté par les autres prestations existantes, notamment l'APL, et qui permettrait d'acquérir finalement un niveau de vie qui permette un petit peu d'avoir des garanties d'existence digne. Donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle, nous, la garantie dignité, qui s'appliquerait à tout le monde, donc y compris aux jeunes. Et dans le dispositif jeune, il y aurait cette allocation autonomie pour les jeunes. D'accord. Ça me permet de rebondir sur la question du chômage des jeunes. Actuellement, près de 25% des jeunes en France métropolitaine sont au chômage. 40% en Guyane, par exemple, ou en Polynésie française, jusqu'à 55% à Mayotte. Quelle solution proposez-vous pour remédier au problème du chômage des jeunes? Alors, pour le chômage des jeunes, on va raisonner comme pour le chômage de tout le monde d'abord. C'est-à-dire que notre idée, c'est de faire ce qu'on appelle, bon, c'est un mot un peu pompeux, mais je vais raconter, c'est le plan de relance global de l'économie.
c'est cette idée d'injecter une masse d'argent assez considérable, c'est les 100 milliards, le fameux plan d'investissement, c'est comme un starter, c'est comme une injection d'essence qui fait redémarrer un moteur. Chose qu'on n'a absolument pas faite depuis le début, c'est-à-dire qu'on a commencé à l'inverse, au moment de la crise notamment, on a réduit complètement, on a fait des économies, ce qu'on appelle des économies. Du coup, on a complètement réduit tout, on va dire, la masse monétaire, la masse d'argent dans le système économique a été complètement asséchée. De sorte que l'économie s'est retrouvée rabougrie, etc. Et les emplois, et le chômage a augmenté, donc les emplois ont disparu, les entreprises se sont cassées la gueule, enfin bon, voilà. Donc notre idée, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faire une relance par l'activité de l'économie et par l'investissement. Donc ça, c'est censé répondre notamment au problème du chômage des jeunes, mais je pense que ce n'est qu'une mesure parmi d'autres. C'est-à-dire qu'il faut bien penser que parmi ça, on a en fait aussi, et c'est particulièrement le cas, on va en reparler peut-être à propos des Outre-mer, mais c'est particulièrement le cas dans les Outre-mer, c'est-à-dire que le niveau de formation, d'études et de formation est bas, n'a pas été au bout en fait de ce qu'on peut légitimement attendre d'un système éducatif. Et donc notre idée, c'est justement d'opérer ce rattrapage et de faire en sorte que bien que les jeunes gens soient davantage, enfin, comment dire, mieux formés, et y compris sur les bases, les basiques, quoi. La question de la lecture, la question de l'écriture, tout ce qui est la lutte contre l'illettrisme est censé finalement être prise en charge au bénéfice des jeunes, de sorte qu'ils soient finalement tout simplement insérés dans le circuit éducatif normal et qu'ils accèdent comme tout le monde à une bonne formation. Parce que c'est ça le secret du chômage des jeunes aussi. C'est le fait que la plupart, et je crois que dans une autre question on le voit après, mais que les jeunes au chômage sont les jeunes les moins formés, les moins diplômés. Donc en gros, investissement et formation. Parce qu'avec l'investissement, vous créez des emplois, mais pour accéder à ces emplois, il faut une bonne formation. Donc voilà, il faut vraiment avoir un esprit de système quoi, pour répondre à ces questions. Et concernant justement les jeunes qui sont les plus éloignés de l'emploi, sans ressources, sans formation, et dont le quinquennat qui touche à sa fin, sur lequel ils se sont intéressés, par la garantie jeune notamment qui a été mise en place. Est-ce que vous comptez reprendre, pérenniser ce dispositif ? Ouais, mais il est inefficace. Il s'est présenté comme étant assez inefficace. On voit qu'aujourd'hui, comme ce que je vous disais là, c'est que 53% des jeunes qui sont au chômage n'ont pas de diplôme. Et ces jeunes-là, la garantie jeune, elle n'a rien faire pour ça. Donc, ou en tout cas, elle n'a pas fait ses preuves jusque-là. Donc, ce que nous proposons, c'est davantage ce qu'on appelle un contrat jeune, qui serait en fait, c'est un contrat avec l'État. L'État a une obligation qui est de fournir une formation à ces jeunes-là. Donc, je ne fais que me répéter, mais je l'ai dit, c'est le secret, c'est la clé. Donc, il y aurait un droit à la formation pour les jeunes qui serait prise en charge par l'État, avec l'État ayant à sa charge, c'est le principe des droits sociaux opposables, une vraie obligation de fournir cette formation qualifiante pour les jeunes. L'alternative étant aussi une obligation à la charge de l'État de fournir une préparation au concours de la fonction publique à tous les jeunes. C'est-à-dire tous les jeunes sans diplôme seraient dans la situation d'exiger de l'État qu'il fasse sa part du travail, c'est-à-dire qu'il les forme ou qu'il les prépare à un concours de la fonction publique. D'accord. Et concernant la journée défense et citoyenneté, la JAPD, l'ancienne JAPD, journée d'appel, que pensez-vous de l'idée d'y ajouter justement une présentation des droits que les jeunes ont ? Est-ce que vous avez d'autres propositions pour justement faciliter l'information des jeunes sur leurs droits ? Bah oui, alors si ça se fait uniquement le jour de la journée, vous comprenez bien que ça ne servira à rien. C'est-à-dire que ça va passer par là et ça ressort par là. Ce n'est pas une culture en fait qu'on fournit comme ça. C'est juste une information. Genre, voilà. Alors au fait, vous avez des droits. Non, c'est pas sérieux. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait cette formation
sur les droits, mais qui se fasse sur le long cours. Vous savez bien que le principe d'intégration des apprentissages, ça se fait sur le long terme. Donc il faut, avant la fin de la scolarité, que les jeunes aient été mis en contact avec ces notions-là, les notions de droit. Ça s'appelle l'instruction civique, hein, mais prise au sérieux, bien faite, avec instruction sur les institutions, fonctionnement de l'État, qui fait quoi, bon, à tous les âges finalement de la scolarité, et également qu'il y ait, et ça je pense que c'est très important, notamment au moment, vous savez, où les jeunes vont faire des stages en entreprise, etc., ben, qu'on les forme, qu'ils aient une formation en droit du travail. Nous, on est pour qu'il y ait une formation en droit du travail à l'école, faite par des intervenants qui peuvent être des juristes ou même des chefs d'entreprise, des experts comptables, j'en sais rien, mais des gens qui aient une expertise dans la matière et qui parlent aux jeunes finalement de leurs droits en tant que futurs travailleurs. Parce qu'après tout, c'est aussi là que ça se décline les droits. C'est pas seulement le droit à la vie, les droits civils et politiques, c'est aussi les droits socio-économiques. Et donc nous sommes pour une formation en droit du travail en particulier avant la fin de la scolarité. Et je dirais même plus, parce que ce que vous avez dit sur la question de la journée de la défense et de la citoyenneté, je ne peux pas quitter ce forum avant d'avoir expliqué ce que nous on pense et que nous voudrions mettre en place, qui serait en fait une réhabilitation, réinstauration d'un service national. Ce service national citoyen, à l'intention des jeunes, hommes et femmes, donc mixte, serait un service national obligatoire entre 18 et qui pourrait se réaliser entre 18 et 25 ans sur une durée de 9 mois. D'accord. Avec toute une série d'apprentissages possibles aussi à cette occasion. C'est pour ça que là je réponds à votre question sur la question des apprentissages civiques. C'est que non seulement c'est les savoir-faire, c'est aussi des notions théoriques qui seraient transmises à cette occasion. Quand je parle de savoir-faire, c'est y compris comme il s'agit d'aller intervenir en matière d'intérêt général, donc soit pour des missions écologiques, des missions sociales, des missions, toutes sortes de missions auprès d'associations ou même de collectivités publiques, des pouvoirs publics, il y aurait vraiment une capacité d'intervention et donc des apprentissages à l'occasion de ces interventions pour les jeunes. Sans parler du permis de conduire, aussi des rattrapages en termes d'alphabétisation, etc. Ce serait fait à l'occasion de ce service national. D'accord. Donc une petite question très simple au sujet du pass contraception national pour les jeunes de 16 à 30 ans, femmes ou hommes. Y êtes-vous favorable? Absolument. Alors, vous faites bien de dire femme ou homme, parce que on aurait tendance à dire bon, c'est des questions de femmes ou de questions de jeunes filles. Je pense que non. Ça concerne, c'est-à-dire que la question des droits sexuels et reproductifs, c'est quelque chose qui évidemment concerne au premier chef les femmes, parce que leur corps va servir à la reproduction, concrètement, mais responsabiliser les jeunes hommes sur la question de la contraception et la question de leur responsabilité personnelle, individuelle, en matière de parentalité, ou ceci est tout à fait fondamental. Donc, nous sommes évidemment pour que le droit à l'avortement, que nous voulons inscrire d'ailleurs dans la Constitution, soit aussi effectif, c'est-à-dire on ne va pas se contenter de l'inscrire dans la Constitution, il s'agit de le rendre effectif dans les faits, c'est-à-dire notamment faire en sorte, par exemple, qu'une infirmière scolaire puisse délivrer la pilule d'urgence et qu'il y ait en plus des infirmières scolaires dans tous les établissements, une par établissement au moins. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, avec remboursement intégral aussi. C'est extrêmement important. C'est important de le préciser. Ouais. Donc, une dernière petite question avant de passer à l'étape suivante de ce live jeunesse. Je rappelle, vous pouvez réagir en direct avec le hashtag live jeunesse et poser vos questions. Donc, une question maintenant de nos partenaires des DOMCOM, le Conseil départemental de la jeunesse de la Martinique, le Forum réunionnais de la jeunesse qui souhaite vous interpeller au nom justement des jeunes ultramarins. D'accord. Je les salue. Donc, parce que j'ai beaucoup vécu là-bas. Voilà, et j'ai beaucoup de familles aux Antilles et en Guyane. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça. Donc les territoires d'outre-mer sont souvent présentés comme un seul bloc. Or, chaque territoire possède ses propres particularités, que cela soit sur le plan économique, culturel, social. Les difficultés rencontrées sur ces territoires sont bien souvent exacerbées par rapport à la métropole. Donc, pourriez-vous indiquer au Forum français de la jeunesse et à tous nos spectateurs, si vous comptez conduire une politique spécifique à destination des jeunes d'outre-mer,
Voilà, si oui, quelles sont les propositions principales? Ok. Alors, moi, je suis d'accord et pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Je suis d'accord sur le fait que vous disiez qu'il y a des spécificités pour chaque territoire. J'entends globalement, hein, c'est les DOM, les COM, bon, les Outre-mer, et qu'il y a des spécificités. Effectivement, la Guyane n'est pas une île, hein, et donc elle a des spécificités, ça je le rappelle pour certains candidats. Et d'autres territoires sont des îles, bon, et qui ont effectivement des particularités. Il y a des territoires en zone tropicale, puis il y a des territoires en zone froide. Donc évidemment, il y a des choses, bon, des nuances, on va dire. Mais, cela dit, je pense que la manière dont ont été traités les Outre-mer jusque-là a consisté effectivement à les sous-traiter, à les maltraiter, de manière égale pour le coup. C'est-à-dire que la discrimination dont ces territoires ont été l'objet a été très répandue et a été la même finalement partout. Donc le rattrapage que nous avons à faire aujourd'hui, il est le même partout finalement. Donc c'est ça que je veux vous dire, c'est que la manière de répondre aux insuffisances et aux difficultés de ces territoires, elle sera évidemment adaptée à chaque territoire, mais elle prendra en compte des problèmes transversaux que tous les Outre-mer connaissent aujourd'hui, qui sont notamment cette espèce de sous-traitance, je trouve, ou maltraitance. On parle aussi de souffrance avec le jeu de mots, une France en dessous, quoi. Voilà. Je pense qu'en particulier, il y a quand même dans chaque Outre-mer aujourd'hui des spécificités, notamment en matière énergétique, en matière de biodiversité, donc globalement en matière écologique. Et que ça pourrait avoir un intérêt, si on fait cette relance dont je vous parlais tout à l'heure, et bien de cibler la manière dont on va investir dans ces territoires. Et en particulier, vous savez que notre investissement, il se fera en matière sociale et en matière écologique, les 100 milliards dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, il y aura une pertinence très particulière vis-à-vis des Outre-mer, parce que les Outre-mer sont, de notre point de vue, des pionniers en matière énergétique et en matière d'énergie renouvelable en particulier. Et donc, ce serait pas mal, par exemple, d'envisager qu'il y ait, par exemple, dans chaque Outre-mer, des lycées des métiers de la mer, hein, sachant qu'il y a cette proximité, cette prégnance du milieu maritime dans ces zones géographiques. Pareil pour la question énergétique. On pourrait imaginer des universités ou des écoles d'ingénieurs particulières qui auraient une formation spécifique hautement de pointe dans les Outre-mer parce qu'il y a un terrain d'expérimentation idéal. D'accord. Donc voilà, et ça fait vraiment une ouverture superbe pour la jeunesse. Donc vous avez 2 petites minutes pour présenter une proposition originale et exclusive de votre programme à destination de la jeunesse. Suite à cela, je vais céder ma place à Hugo, un jeune qui a participé aux soirées débat du FFJ, qui a quelques questions à vous poser, notamment des questions aussi recueillies sur le site bousculelapolitique.fr et des questions aussi de l'outil numérique YouReport de notre partenaire UNICEF France. Et vous pouvez toujours évidemment rajouter vos questions en utilisant le hashtag LiveJeunesse. Ok. Donc, voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre proposition ma carte blanche. Votre carte blanche. Alors j'hésitais entre deux. Bon, mais bon, j'en ai retenu une, mais je vous dirai quand même l'autre, celle que j'ai rejetée. La première, enfin celle qui m'a semblé finalement être particulièrement intéressante, ce serait l'idée des fameux jumelages. Nous avons l'idée de jumeler chaque établissement scolaire avec un autre établissement scolaire en France et dans les Outre-mer éventuellement, en tenant compte d'une grande différence de milieu. C'est-à-dire, par exemple, un établissement scolaire qui serait au bord de la mer avec un établissement scolaire de montagne, un établissement scolaire urbain avec un établissement scolaire rural, avec l'idée comme ça de désenclaver. Vous voyez, par rapport à un milieu sociologique ou social ou économique, enfin particulier ou géographique, quoi. L'idée serait précisément de favoriser l'ouverture, la diversité, la rencontre, finalement, entre des jeunes de milieux différents et d'expériences de vie différentes. Et donc favoriser, faire en sorte que les sorties scolaires entre ces établissements scolaires soient totalement gratuites et favorisées par le fait qu'il y ait un jumelage. Et donc, voilà, c'est une manière finalement de prendre conscience aussi du territoire national
et pas seulement métropolitain, de sorte que ce soit un vrai territoire, j'allais dire complètement occupé par les jeunes générations. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était, et ce que j'avais rejeté, mais je vous le dis quand même, c'était l'Erasmus francophone. D'accord. Voilà. Et là, c'était une idée... bon, voilà. Très bien. Merci. Je vais céder ma place à Hugo pour la suite du live jeunesse. Ok, très bien. Au revoir. Bonjour. Donc du coup, je vais vous poser des questions qui ont émergé lors des débats et de Bouge la politique. Ouais. Donc tout de suite, une première question, c'est comment faire en sorte que tous les jeunes aient davantage accès à la culture? Ouais. L'accès à la culture, bon, ça nous semble évidemment essentiel. C'est presque comme de l'instruction civique, la culture. C'est une manière d'être citoyen aussi, d'avoir accès et voilà, d'être ouvert à cette culture. Notre idée, c'est de faire 5000 classes à projet artistique, comme on dit. Donc ça veut dire augmenter beaucoup déjà ce qui se fait. Ce qui se fait déjà, je ne dis pas que rien n'a été fait, mais là il s'agit en fait de renforcer et de prendre voilà, franchement à bras le corps cette question de l'ouverture culturelle des jeunes. C'est aussi, et donc j'en parlais un peu tout à l'heure à propos du droit d'association, et donc faire en sorte qu'il y ait des associations culturelles dans les établissements scolaires, qu'elles soient favorisées au même titre que les associations sportives par exemple. Donc ça, ce serait évidemment une manière de familiariser l'école et c'est notre quotidien, quoi. Et c'est pas seulement pris en charge par les enseignants, c'est aussi de l'auto-organisation de la jeunesse. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important de notre point de vue. Et puis enfin, on avait une idée qui était de faire une sorte de carte nationale d'élèves en formation. Voilà, et qui donnerait un accès gratuit, notamment à la culture. C'est une sorte de passe culture qui existe déjà plus ou moins, mais qui, cette fois-ci, aurait une espèce de champ d'activité assez important. Ce serait non seulement la culture, mais aussi en fait, c'est un pass santé et un pass gratuit pour des activités sportives et culturelles. Voilà. D'accord, ok, très bien. Voilà. Du coup, une deuxième question, vous avez déjà commencé un petit peu à parler tout à l'heure, c'est aujourd'hui en France, la précarité, elle touche davantage les jeunes. En 2015, on avait 54% des travailleurs et travailleuses entre 15 et 24 ans qui avaient des contrats limités dans le temps, donc CDD ou intérim, contre par exemple 11,1% des 25-49 ans et seulement 5,7% des plus de 50 ans. Donc qu'est-ce que vous comptez faire pour garantir une insertion professionnelle sécurisée pour les jeunes? Bon, alors d'abord la première sécurité, on va dire, pour que les jeunes ne soient pas si précarisés, c'est qu'il faut aussi qu'ils soient conscients de leurs droits. D'abord qu'ils aient davantage de droits, et qu'ensuite ils en soient conscients pour pouvoir les revendiquer face, dans un rapport de force qui est largement défavorable aux travailleurs et en particulier aux jeunes travailleurs vis-à-vis d'un patron, par exemple. Et notamment que, par exemple, l'apprentissage, la période d'apprentissage ne soit pas une période de travail caché. Parce que bien souvent, on vous fait travailler comme un autre, quasiment même aux 35 heures, alors que vous avez normalement un contrat de stage ou d'apprentissage qui ne devrait pas vous prendre autant de temps ou vous faire travailler au même niveau qu'un travailleur plein. D'accord ? Donc ça, c'est évidemment une prévention qu'il faut absolument garantir. Et donc ça suppose notamment de changer donc, le droit du travail et de faire en sorte que la jurisprudence, mais aussi que les pratiques dans les entreprises soient contrôlées, quoi, qu'il y ait effectivement un contrôle des entreprises pour qu'elles n'exploitent pas la jeunesse au travail. Il y a aussi l'idée, et ça c'est la deuxième partie du raisonnement, des jeunes précaires au travail, c'est aussi parce que il a pu y avoir des défauts d'orientation. Donc prévoir un service public de l'orientation pour éviter tout simplement que des jeunes gens se retrouvent très tôt au travail et donc voilà, très désarmés en situation de travail, eh bien ça suppose par exemple qu'ils puissent faire des études peut-être qui leur plaisent davantage, qui leur permettent d'aller plus loin aussi dans l'étude. Je vous rappelle qu'on est pour la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans et pas jusqu'à 16 ans comme c'est le cas aujourd'hui, mais que ça permette aux jeunes finalement de se renforcer dans la période d'études ou de formation professionnelle, de
de sorte qu'ils ne soient pas, une fois au travail, en situation de vulnérabilité comme ils le sont aujourd'hui. Et ça passe aussi par un plus haut niveau de formation et donc par une orientation mieux faite, quoi. D'accord, très bien. Donc une quatrième question, une troisième question, excusez-moi. Donc êtes-vous pour ou contre l'instauration du droit de vote des étrangers et étrangères en situation régulière résidant en France depuis plusieurs années? Oui, nous sommes pour les élections locales, favorables au droit de vote des étrangers en situation régulière. Effectivement, pour les élections locales. Pourquoi? Ici, notre idée, c'est de faire en sorte, vous connaissez les critères de Maastricht, enfin, la citoyenneté européenne imposée par le traité de Maastricht en 92, c'était notamment la possibilité pour des ressortissants communautaires d'avoir le droit de vote pour les élections locales, municipales, etc. Bon, et européennes en France. Et donc, nous serions pour que les mêmes critères s'appliquent vis-à-vis des personnes, parce qu'il y a toute une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a dit « OK pour le droit de vote de ces étrangers-là, à condition qu'ils ne participent pas directement à l'exercice de la souveraineté. » Bon, ça supposait élection locale, grosso modo. Ouais. Et donc nous sommes pour que ce soit étendu à des étrangers non communautaires, hein, dans les mêmes conditions que pour les étrangers communautaires. Voilà. Donc c'est une manière, voilà, d'étranger. Mais cette mesure-là va avec une autre mesure, pour nous qui est très importante, qui est d'ouvrir les conditions d'accès à la nationalité française. De cette manière, nous considérons qu'un étranger qui s'installe en France, mais qui est intéressé pour aller plus loin, c'est-à-dire participer plus directement à l'exercice de la souveraineté populaire, eh bien, et la possibilité de le faire tout simplement en acquérant la nationalité, en se faisant naturaliser, et ce de manière beaucoup plus simple et facile que ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire un chemin, un parcours de combattant. D'accord, très bien. Donc, du coup, une quatrième question cette fois-ci. Que pensez-vous de l'instauration d'un jour sans viande ou sans poisson dans les cantines scolaires? Bon, alors, nous, on fait très attention à la question des cantines scolaires. Vous savez, on est pour le bio dans les cantines, on est pour la gratuité des cantines scolaires, etc. Donc pour nous, c'est presque un point privilégié, quoi. C'est vraiment le lieu privilégié de l'éducation à la nutrition, au bien manger, etc. C'est-à-dire aux soins de soi. Et c'est aussi un champ éducatif important. Surtout quand on a décidé, comme nous l'avons décidé, de consommer autrement, de produire de l'alimentation autrement, etc. Donc il faut que les jeunes, qui sont de futurs citoyens, soient finalement en position de comprendre les choix qu'on fait. Donc c'est très important d'avoir des cantines gratuites pour que tout le monde puisse s'alimenter, au moins une fois dans la journée, et ce correctement, c'est-à-dire bio, agriculture biologique et paysanne, locale, c'est-à-dire avec circuits courts, etc. Donc favoriser au maximum la production locale pour que les meilleurs produits aillent dans l'assiette des enfants. Maintenant, sur la question de viande ou poisson, nous serions davantage pour donner le choix, c'est-à-dire avoir des menus différents pour que les élèves choisissent et soient ouverts finalement à des possibles différents, des possibles nutritifs et culturels finalement aussi différents. Voilà. Très bien, d'accord. Du coup, maintenant, on va passer à des questions différentes, mais oui. Un des partenaires du FFJ étant l'UNICEF France. Ouais. Ils ont un outil qui s'appelle YouReport, et il y a des YouReporters et des YouReportrices qui aimeraient vous poser des questions. C'est pour la question tout à l'heure. Donc, tout d'abord, une question de Lisa, 16 ans. Donc, vous y avez commencé à y répondre un petit peu tout à l'heure, mais ça permet de prolonger un petit peu. Que comptez-vous faire pour l'orientation, surtout le post-bac, et l'accompagnement, la réussite de chacun? Donc, peut-être aller plus loin sur le service public de l'orientation. Ouais. Voilà. Bah oui, vous avez raison. Hein. On sait que je sais pas, l'accès à un emploi stable aujourd'hui, c'est vers 27 ans. C'est super tard. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a fait entre 16 et 27 ans, quoi, ou 18 et 27 ans, y compris avec la question du temps d'études qui s'est quand même beaucoup rallongé, donc ok, mais néanmoins il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas forcément fait des études longues, mais ont beaucoup de mal à trouver leur voie. Bon. Donc ça suppose effectivement qu'il y ait un service public de l'orientation beaucoup plus investi, mais
Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'au moins il y ait des conseillers d'orientation, parce qu'après tout, il n'y en a pas beaucoup en fait. Il y a même des établissements où il n'y en a pas du tout, où ils tournent dans divers établissements. Donc c'est, voilà, le mardi, il y aura de l'orientation, ou même pas, ou une fois par mois. Enfin, bon. Donc nous, on est pour qu'il y ait au moins un ou une conseillère d'orientation, psychologue, par établissement. C'est comme pour les infirmières ou les infirmiers, c'est un must. Il le faut, il faut absolument qu'il y ait du personnel dédié, formé obligatoirement à cette tâche, qui est une tâche absolument fondamentale, dont on sait que eh bien, le décrochage est aussi le fruit de l'absence de cette orientation, de ce service public de l'orientation qui est absolument fondamental. Et notamment, nous avons aussi une idée pour compléter un petit peu la réponse et dire que, vous savez, je vous ai déjà parlé de la question de l'investissement dans les filières écologiques. Créer de vraies filières professionnelles qui partent vraiment du moment où on est en études jusqu'au milieu professionnel à proprement parler, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment ça. C'est-à-dire qu'on a complètement détricoté les filières professionnelles. On en avait avant qui étaient pas mal faites, y compris avec des professionnels qui participaient à la création de ces progressions comme ça, dans la formation dès le plus jeune âge jusqu'à l'entrée en fonction. Il faudrait qu'on mette en place ça. À partir du moment où nous, on prétend faire de la planification écologique, la planification écologique, ça passe aussi par ça. C'est-à-dire ça passe par la construction de filières professionnelles en matière d'écologie qui soient vraiment prises au sérieux, qui soient organisées à partir de l'établissement scolaire. Et ça permettrait à des jeunes d'avoir finalement des rails, si vous voulez, professionnels bien cadrés. Très bien. Du coup, une autre question sur un autre sujet, mais tout aussi important. Que comptez-vous mettre en œuvre pour l'égalité femmes-hommes ? Ça, c'est un sujet complètement transversal dans notre programme, le programme L'Avenir en commun. Il y a d'ailleurs aussi un livret sur l'égalité femmes-hommes, je vous en ai donné à toute l'équipe, là, mais il est accessible en ligne. L'égalité femmes-hommes, elle a toute une série de mesures, je vais vous en donner quelques-unes emblématiques, mais on sait très bien que la question de l'égalité entre les sexes ou entre les genres, c'est une égalité ou une inégalité réelle, qui est concrète, qui vérifie absolument partout jusqu'au salaire que les personnes perçoivent. C'est une inégalité construite. Elle est biologique, mais après tout, ça ne justifie rien. Mais la manière dont elle est vécue par les personnes, elle est construite socialement. Donc, nous pensons que pour remédier à cette inégalité-là, pour créer de l'égalité, il faut en fait déconstruire cette inégalité. Et ça passe beaucoup par l'éducation. Former à l'égalité entre les genres, c'est quelque chose qui doit s'apprendre à l'école, d'accord ? Et il faut donc que les professionnels, quels qu'ils soient, dans n'importe quelle filière, que ce soit l'éducation nationale, mais que ce soit aussi dans le domaine de la police, de la santé, de la justice, que au moins, les personnels de l'État, au minimum, les fonctionnaires, etc., soient eux-mêmes formés dans leurs apprentissages de leur métier à l'égalité femmes-hommes pour qu'elle se répercute dans la manière dont ils vont ensuite servir le public, etc. Et que ça passe aussi donc par une formation scolaire, on va dire, de base absolument primordiale. Ensuite, il y a, et ça c'est des choses qui peuvent parler aux jeunes gens, c'est la question de la lutte contre le sexisme. Alors, voilà, la lutte contre le sexisme, on le sait tous, on le sait toutes au minimum, mais la manière dont les femmes sont présentées dans les magazines, sur les affiches, sur la mode, quoi. Alors, on est hypersensible à la mode, évidemment. Donc, on est sensible aux images féminines qu'elle véhicule. Et qu'est-ce qu'on voit? Des nanas comme ça, qui ont des espèces de physique désirables. Ce sont des objets de concupiscence, quoi, de marchandises. Ça, c'est absolument... ce sera interdit. Voilà. On mettra ça dans le code pénal, quoi, vraiment. Donc, ça, lutter contre le sexisme dans l'espace public, c'est évidemment un passage obligé. Pareil pour le sexisme au travail, qui passe aussi par la différenciation salariale interdite. Voilà. Ça, on renforce les contrôles dans les entreprises et on interdit ce genre de différenciation salariale, dès lors qu'elle est découverte. Voilà.
Ensuite, bon, il y a plein de choses, mais je vais vous dire aussi, je vous en ai parlé, mais la question de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, c'est évidemment important, et de sorte que ce droit-là se traduise concrètement aussi dans des faits, des pratiques, y compris dans ce que je vous disais sur les infirmières qui délivrent la pilule du lendemain dans les établissements scolaires, ou des moyens de contraception quels qu'ils soient. Bref, ça c'est une manière que les femmes prennent à nouveau, j'allais dire, le pouvoir sur leur propre corps. Et ça, c'est extrêmement important, et ça favorise aussi l'égalité entre les hommes et les femmes. Je dirais enfin que la question de la maternité, et donc de la parentalité plus généralement, ça passe par le fait, par exemple, qu'il faut que les femmes travaillent, si elles ont envie. Et donc, qu'elles travaillent, ça suppose qu'elles ne soient pas à la maison pour garder les enfants. Donc, cela suppose qu'il y ait un service public d'accueil de la petite enfance, et qui soit vraiment pris au sérieux. Donc ça, ce sont des fondamentaux quoi, pour que l'égalité entre les femmes soit effective et réelle. D'accord, très bien. Du coup, une dernière question de YouReport, de Anthony, 24 ans, qui vous demande êtes-vous pour ou contre la surveillance vidéo dans les abattoirs? Si ça suffisait. On l'a vu. Bon, voilà quoi. J'aurais tendance à vous dire oui, mais la réponse elle est un peu insatisfaisante. Enfin, c'est pas de ça qu'il faut. Il faut parler de tout ça par. Ouais, c'est ça. C'est la question de la condition, de la manière de traiter les animaux. Dans notre programme, il y a une mesure sur l'éradication de la maltraitance animale. Voilà. Et donc ça suppose effectivement que les conditions d'abattage des bêtes soient respectueuses d'une idée qui commence à faire son chemin, qui est que les animaux sont des êtres sensibles. Donc, cela suppose que la mise à mort soit respectueuse, qu'il y ait un étourdissement avant, qu'il y ait, etc. Toutes sortes de choses qui doivent absolument être respectées et qui iraient, à mon avis aussi, vers, ça c'est une logique qui est dans l'avenir en commun, y compris la question, qui est une question écologique générale, la question de la décrudescence des protéines carnées dans l'alimentation, ce qui suppose effectivement qu'on abatte moins de bêtes aussi et qu'on n'aille pas, surtout pas, vers les fermes de 1000 vaches, des espèce d'industrialisation de l'élevage qui nous semble absolument affreuse, quoi. Et indigne, y compris pour ceux qui consommons encore de la viande. Très bien. Alors maintenant les deux dernières questions du live tweet. Donc on va essayer de faire que faire pour lutter contre le racisme qui divise de plus en plus la France? Oh là là. Bon, ça vous avez raison, c'est c'est une préoccupation majeure qui fait que si on ne prend pas cette question-là à bras-le-corps, on se condamne à avoir une société incapable, j'allais dire, de faire peuple. C'est-à-dire, y compris incapable d'être civique. Si on ne prend pas ça au sérieux, on est mort en tant que société politique, j'allais dire, en tant que civilisation évoluée, quoi. Tout simplement, on est réduit à de la barbarie, quoi. Donc, par exemple, une mesure essentielle qui est la question du contrôle aux faciès. Déjà, rien que ça, si on remédie à ça, déjà, je pense qu'il y a une partie de la société qui va se sentir mieux, et puis l'autre qui va se dire « Ah, mais finalement, ça vaut peut-être le coup d'être humain. » Donc, la question de l'interdiction des contrôles aux faciès, la question du récépissé, tous les dispositifs, en plus, on les connaît. Mais cette fois-ci, on les met en œuvre sérieusement, et on est absolument impitoyable avec les fonctionnaires qui seraient capables du genre d'exaction, comme on a vu avec l'affaire Théo, ou avec... voilà. Et nul n'est besoin d'ailleurs d'aller si loin dans l'atrocité. Parce que le seul fait de se faire contrôler 20 fois par jour, parce que vous êtes noir, parce que vous êtes un jeune homme noir, c'est juste... Voilà. Ça, c'est un signe de société barbare. Voilà. Très bien, d'accord. Et du coup, une dernière question, je prends une note. Donc, le service national obligatoire ne risque-t-il pas de rentrer en concurrence avec le service civique et d'installer l'idée que les gens aujourd'hui ne s'engagent pas assez? Les jeunes, pardon. Les jeunes aujourd'hui ne s'engagent pas assez. Non, je ne comprends pas bien. Excusez-moi. Je ne vois pas du tout que... en fait, surtout, je ne comprends pas que ce soit contradictoire.
Excusez-moi, parce que c'est une question du live tweet en Oui, fait. bien sûr. Bien sûr. Donc ce service national, Citoyen. ce service citoyen, Ouais. je pense que la question est dans ce sens-là, c'est-à-dire que le service civique... Est-ce que ça rendra en contradiction avec le service ou ça doublerait? Aujourd'hui, le service civique est sur le volontariat et ce service national est obligatoire. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas ça imposerait pas cette idée qu'on s'engage pas assez et que du coup l'engagement deviendrait obligatoire et etc. Il y a un peu de ça quand même, hein. Mais j'allais dire c'est un peu regarder la mesure du petit bout de la lorgnette en fait, parce que la mesure elle a une logique aussi qui remonte assez loin dans l'histoire, qui est la question de la conscription. La conscription ou ce qu'on a appelé le peuple en armes. Alors que ça n'angoisse personne, hein. Mais c'est une tradition révolutionnaire en fait, qui est venue au moment où précisément, comme le maniement des armes était réservé aux aristocrates ou aux gens qui étaient une classe, on va dire, assez minoritaire dans la société, évidemment c'était le meilleur moyen de garder le contrôle sur le peuple. Et on a complètement renversé l'ordre des choses, y compris l'ordre social, à partir du moment où on a permis au petit peuple de se doter d'armes, évidemment à condition qu'ils soient enrôlés dans un cadre armé, etc. Bon, cela dit, c'est pas exactement ce qu'on veut faire, mais on veut néanmoins fournir une formation militaire au choix. C'est-à-dire que autant le service, lui, est obligatoire, mais vous n'êtes pas obligé de faire un service entièrement militaire. Vous pouvez faire un service entièrement militaire ou un service civil. D'accord? C'est-à-dire un service, vous allez servir la nation, mais dans des cadres qui ne seront pas nécessairement militarisés. D'accord? Sans casernement, etc. Donc ça rejoindra effectivement l'idée plutôt de service citoyen général, mais à cette occasion, vous allez pouvoir faire plein de choses. Et pas seulement courir avec une arme, etc. Et vous destiner éventuellement à l'armée si plus tard vous voulez faire ça. C'est pas du tout une antichambre de l'engagement armé. Très bien. D'accord. Bah, du coup, merci beaucoup pour ces réponses. Je vais relaisser ma place à Manu. D'accord. Merci. Donc nous arrivons à la fin de ce live jeunesse. Je suis longue, hein. J'arrête pas de parler, mais j'ai plein de choses à vous dire. Donc pour conclure, nous avons dans le livre blanc posé 3 engagements que nous proposons aux candidats à la présidentielle par le biais de leurs représentants. Donc, page 53. Voilà, tout à la fin. Donc je vais vous la remettre ici sur une page. Vous avez possibilité de la signer pour l'équipe ou alors de la remettre au nom de Jean-Luc Mélenchon. Alors, on peut faire un rappel ou tout le monde est au courant? Sur les propositions, je vais les rappeler. Donc, voilà. Donc la première, mettre la thématique jeunesse au cœur de l'élection présidentielle. La deuxième, instaurer un plan quinquennal d'amélioration des conditions de vie des jeunes. Et 3, associer les jeunes à l'ensemble des décisions les concernant. Bon, je vais vous dire pourquoi je vais signer. On va les reprendre. On peut parler peut-être un peu moins techno que ça d'ailleurs, hein, parce que vous êtes quand même super techno. Je me permets de faire cette petite critique, mais bon, mettre la thématique, mettre la jeunesse au cœur de l'élection présidentielle, oui. Bon, il me semble qu'on le fait. Hein. Pour le coup, ça c'est pas un secret, mais j'allais dire, on met toute la société au cœur de notre thématique, donc y compris la jeunesse, pour laquelle, vous savez, ce programme, il a été écrit finalement. Parce que quand un programme s'intitule l'avenir en commun, donc l'avenir, c'est que clairement, on a une vision de long terme et qu'on s'adresse aux jeunes d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain. Donc oui, voilà, pour nous, elle est centrale, cette jeunesse. Instaurer un plan quinquennal. Bon, ok, un plan quinquennal. Donc ça veut dire pour les 5 ans à venir, ça veut dire le mandat présidentiel. Vous avez, au moins, mais vous avez raison de préciser que bon, il dure 5 ans, donc autant s'engager pour 5 ans. Ok. Le plan, nous, ça nous fait pas peur, hein, ça nous semble pas être soviétique comme idée. C'est plus l'idée que, eh bien, nous aurons une action coordonnée, réfléchie, de long terme, pour améliorer les conditions de vie des jeunes. Et c'est bien dans ce sens-là. Donc la réponse est oui, évidemment, et que nous sommes évidemment favorables aussi à l'idée de plan, c'est-à-dire de planification, de réflexion sur le long terme. Ensuite, associer les jeunes à l'ensemble des décisions les concernant. Alors ça nous semble
absolument indispensable. Et c'est d'ailleurs exactement la même logique qui nous anime quand on dit il faut que les citoyens, quels qu'ils soient, jeunes ou pas jeunes, s'emparent des questions qui les concernent. Quand on dit qu'on va faire une 6e République avec une assemblée constituante et qu'il y aura une implication citoyenne populaire maximale, c'est exactement de ça que nous parlons. C'est que nous allons faire en sorte que les personnes prennent part directement aux questions qui les concernent. Et donc évidemment aussi pour les jeunes et même les petits-enfants. Si les questions qu'ils soient concernés par des mesures, eh bien nous aurons à cœur au moins de leur faire savoir, de leur expliquer et de recueillir une compréhension, un assentiment de leur part. D'accord, très bien. Donc un grand merci Charlotte Girard d'avoir accepté de répondre à vos questions. Donc le précédent live jeunesse s'était tenu avec Sacha Houlier de En Marche. Le prochain live jeunesse aura lieu mercredi à 16h et notre invité sera Benjamin Lucas, président du mouvement des jeunes socialistes et conseiller jeunesse de Benoît Hamon. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.